Sophia, toi, tu es avocate en droit de la famille, donc tu t'occupes principalement des divorces et des séparations. Aujourd'hui, j'aimerais parler au niveau des enfants dans les divorces et les séparations. Et toi-même, tu as vécu cette situation avec tes parents en tant qu'enfant. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, quand tu vois tes parents divorcer, qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans la tête d'un enfant? Parce que quand on est adulte et qu'on ne l'a pas vécu soi-même, on ne peut pas mesurer, je pense, tu vois, ce que peuvent vivre nos enfants. Pour qu'un parent comprenne qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand on voit ses parents divorcer. Effectivement, je suis avocat et j'exerce un droit de la famille, et notamment dans les divorces et séparations. Et j'ai moi-même été l'enfant, la fille de parents qui se séparaient, qui divorçaient, à de multiples reprises d'ailleurs. Ce qu'on ressent quand on est enfant, c'est qu'on est englué dans beaucoup de silence. On n'a pas l'impression qu'on a la possibilité de s'exprimer, de donner ses ressentis, ses émotions. On en est privé. Les parents ont l'impression qu'ils veulent nous protéger et que c'est comme ça qu'ils nous protègent. En réalité, on est quand même vraiment placé dans un silence et dans un état émotionnel exacerbé où on a peur, on a des incertitudes, on a peur de blesser l'un, blesser l'autre, d'avoir peur que l'un ou l'autre pense qu'on ne l'aime plus, qu'on ne l'aime pas assez, qu'on ne l'aime pas autant. On a peur aussi de nous demander de choisir, de devenir des messagers. Ça, c'est particulièrement difficile en réalité quand on est enfant. Donc quand tu es enfant et que tes parents ils se séparent, tu as peur qu'un des deux se sente moins aimé. Oui, quand tu es enfant et que tes parents se séparent, tu te sens seul parce que tu vois tes parents qui peuvent se déchirer, qui se disputent, qui se crient dessus, qui se séparent, qui quittent la maison, qui reviennent. C'est très instable en réalité. Et toi, tu te dis, ouh là là, où je suis, où est ma place? J'ai peur de là où ma place sera demain. J'ai peur que effectivement de vivre qu'avec ma mère et mes frères et que de plus voir mon papa. C'est vraiment un sentiment quand même très difficile et pour pas faire de la peine à l'un ou à l'autre, tu bois en fait leur état émotionnel, leurs propres incertitudes, leurs propres peurs. Et souvent, on est quand même pris dans ce piège-là, cet étau de recevoir l'émotionnel et la tristesse de nos parents qui se séparent. Quand on est enfant, on est des éponges émotionnelles quand nos parents ils divorcent. Je, quand on a des parents qui se séparent, qui divorcent, je pense qu'on est des éponges émotionnelles. Et puis de toute manière, un enfant est une éponge émotionnelle, quoi qu'il se passe, avec des parents séparés ou pas. C'est le propre de grandir, tout simplement, et d'apprendre à gérer ses émotions, à les travailler, à les mesurer. Et effectivement, on peut être dans un état de faiblesse émotionnelle et de solitude émotionnelle si on si on nous fait pas confiance, si on nous parle pas. C'est important de parler à son enfant, de lui expliquer, de le rassurer, de lui dire que c'est pas sa faute, que de toute manière, il restera toujours l'enfant de papa et de maman et que papa et maman l'aimera toujours autant et qu'on va s'organiser avec des modalités, qu'on va voir, qu'on va faire des tests, qu'on va essayer ça et qu'il sera toujours au cœur des décisions. Donc en fait, tu recommandes de parler à l'enfant plutôt que de faire comme s'il n'y a rien. En tant qu'avocate en séparation et divorce, oui, je recommande beaucoup à mes clientes et à mes clients de discuter avec les enfants, de les placer au cœur de ce processus de séparation, non pas pour les engluer dans la séparation, mais pour les rassurer et leur expliquer comment ça va se passer. Pas pourquoi ça s'est passé, ça ne les regarde pas. Comment on va faire aujourd'hui? On se sépare, l'enfant se moque de savoir pourquoi, et d'ailleurs, c'est préférable, hein, il ne faut surtout pas expliquer à son enfant pourquoi on se sépare, c'est plutôt comment on va faire, comment on va organiser les choses. Et c'est cette explication-là que l'enfant a besoin d'entendre et c'est là où il se sent vraiment entendu, rassuré et sécurisé. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la séparation de tes parents? C'est ce qui m'a marqué le plus dans la séparation de mes parents, c'était l'observation que j'avais dans le quotidien et les silences que j'avais en moi et que j'arrivais pas à exprimer ni mes mots MAUX ni mes mots MOTS. C'était vraiment particulier. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit de m'exprimer, de dire ce que je pensais. Je n'avais pas la possibilité de consoler l'un
au détriment de l'autre ou au bénéfice de l'autre. Et c'était très compliqué pour moi en tant que petite fille, parce que bien sûr, j'aimais mes deux parents. Bien sûr que je voulais qu'ils restent ensemble. Je voulais surtout pas qu'ils se séparent. Je voulais surtout pas être séparée de mes frères. Je l'ai d'ailleurs jamais été. On a toujours été ensemble. Et effectivement, je rêvais voilà, qu'ils se réconcilient. C'était ça mon rêve quand j'étais petite. Donc, j'œuvrais pour poser le moins de difficultés à mes parents, justement, dans cette étape-là. Et donc, je m'éteignais, je devenais plus en retrait pour leur permettre d'avoir leur espace à eux. Alors, c'est vrai que c'est très atypique pour une enfant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui réagissent comme ça. Voilà. Donc, ouais, j'étais plutôt dans la protection de mes parents. Et tu penses que ça a eu quel effet ce vécu sur ta vie d'adulte et d'aujourd'hui? Ça m'a pas affectée dans le sens où je suis instable d'un point de vue familial et émotionnel, puisque bon, j'ai réussi à me marier, à rencontrer quelqu'un voilà, qui accepte mon histoire aussi, qui n'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire. Il a grandi avec des parents qui ne se sont jamais séparés, donc c'est vraiment complètement contrasté en fait. Mais ça m'a permis quand même de voir qu'on peut aimer très fort. Et ce qui manque souvent, c'est la communication. C'est se le dire en fait. Et c'est être proactif de la communication, c'est de se comprendre, de placer l'autre aussi au même niveau des besoins que soi. J'ai compris qu'aimer et être aimé, c'est aussi être dans un partage réciproque et pas dans une place de supériorité. Et c'est vrai que si j'avais eu les capacités à l'âge de 8 ans, 12 ans, 15 ans, 23 ans, puisqu'il y a eu beaucoup de séparations de mes parents et de divorces, j'aurais aimé pouvoir leur dire papa, maman, allez voir une conseillère conjugale, elle va vous apprendre à vous aimer. Vous vous aimez, mais vous ne savez pas vous aimer. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous accepter tel que vous êtes. Alors que vous êtes deux personnes magnifiques avec votre histoire et vos blessures. Et c'est ça que je leur donnerais comme conseil. Et je leur dirais merci quand même parce que vous m'avez permis de grandir avec beaucoup d'amour. Et de comprendre que la vie n'était pas facile. La vie n'est pas facile et même quand on s'aime, ça peut ne pas être facile. C'est pour ça que souvent, j'accompagne des personnes qui se séparent et qui divorcent. J'ai même réussi, et je suis tellement heureuse d'avoir réussi ça, j'ai déjà réussi à réconcilier des couples. Mais du coup, tu n'as plus de job si tu réconcilies les couples. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de donner du sens à mon métier et de ne pas faire n'importe quoi et de respecter l'autre, en fait, de le placer au cœur de tout. De toute façon, j'ai un planning de rendez-vous par semaine et s'il n'est pas plein, c'est pas très grave, en fait. Je me dis, les gens sont peut-être un peu plus heureux en ce moment. Et est-ce que ça a influencé ton choix de devenir avocate? Mes parents se sont séparés 9 fois. Donc, 9 fois, ils sont allés devant le juge. Et la 10e fois a été la bonne, puisqu'ils ont divorcé en 2022. Le fait que mes parents sont allés 9 fois devant le juge, ça m'a influencé à devenir avocat en droit de la famille et à m'orienter vraiment dans les séparations et divorces amiables. Ça, c'est vrai que c'est mon expérience en tant que petite fille, enfant de parents qui se séparent, qui a vraiment orienté ma vocation, je pense. Parce que j'aurais pu potentiellement pratiquer d'autres droits, j'aurais pu pratiquer le droit des contrats. J'adore le droit des contrats, la technicité du droit des contrats. Je sais que j'étais très forte à l'université. J'aurais pu faire de la propriété intellectuelle, par exemple aussi. J'aurais pu vraiment pratiquer d'autres matières du droit et j'ai choisi celle-là et spécifiquement les séparations et divorces amiables. Et pour toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les parents font pendant une séparation? Les erreurs les plus fréquentes que les parents font pendant une séparation par rapport à leurs enfants, c'est de ne pas les autoriser à s'exprimer sur la séparation, sur le contexte de séparation, sur l'organisation. Et c'est de ne pas leur parler et de ne pas leur expliquer aussi, voilà, papa et maman sont en train d'organiser leur séparation, ils ne sont plus amoureux, mais ils resteront toujours des parents. Ça, c'est vraiment, je pense, la pire erreur et souvent de placer les enfants au cœur de la rupture, à savoir dans le combat
comme des armes. C'est moi qui vais prendre les enfants, tu sais pas t'en occuper, ils vont me manquer, tu es incapable, tu travailles trop. Voilà. Et en réalité, l'enfant devient l'objet de la séparation, alors qu'à la base, la séparation, c'est parce que deux personnes ne marchent plus ensemble, ne se complètent plus, ne s'aiment plus, n'ont plus envie d'évoluer, de grandir ensemble. Et en réalité, ils ont fait le choix de faire des enfants ensemble, un ou des enfants ensemble. Et ce choix-là, ils ne peuvent pas le bâcler parce qu'ils décident de se quitter. Les enfants seront toujours là. Ça sera toujours les enfants de ce couple-là. C'est la raison pour laquelle c'est important de se respecter en tant que parent, de respecter l'autre et de respecter l'enfant dans sa relation avec l'autre parent. Oui, parce que finalement, souvent, ils sont utilisés comme armes contre l'autre. Les enfants sont souvent utilisés comme armes ou comme objet de négociation aussi vis-à-vis de la séparation ou du divorce. Et c'est ça qui est compliqué parce que parfois, c'est pas du tout fait exprès ou c'est pas du tout consensualisé. En réalité, ils ne se rendent pas compte de ça. Et c'est là que le rôle de l'avocat est très important parce que l'avocat est en capacité de s'en rendre compte. En discutant avec son client, on pose des questions. Comment se passe le quotidien? Comment se passait le quotidien avant? Et là, est-ce que le père veut s'impliquer? Comment il propose de s'impliquer? Et c'est là qu'on se rend compte que le parent, en réalité, il est terrorisé ou il a des peurs, il a des croyances négatives. Des croyances aussi parce que pendant la vie commune, le papa ou la maman ne s'est pas forcément impliqué comme il fallait. Et donc, il y a des peurs pour l'avenir, ce qui est légitime. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui instrumentalisent effectivement l'enfant, et la justice souvent aussi, et veut affecter l'autre parce qu'il se sent quitté, parce qu'il se sent trahi, parce qu'il se sent bafoué. C'est un état émotionnel exacerbé et ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Et tu réagis comment, toi, dans ces moments-là? Dans mon audit de besoins, je le vois et j'oriente. Je dis, voilà, là, vous avez besoin d'un accompagnement psychologique, vous avez besoin de faire le deuil, vous êtes blessé, vous êtes en colère. Ce travail-là, thérapeutique, je ne peux pas le mener pour vous. Je ne suis pas thérapeute, je suis avocat, je suis juriste. Par contre, je vous oriente vraiment, fermement. Et la plupart du temps, je n'accompagne pas les personnes que je sens dans un état émotionnel exacerbé parce que ça va biaiser le dossier. Ils vont droit au mur. Donc, je ne prends pas le dossier, j'oriente et je dis, voilà, dans 2 mois, revenez me voir. Et là, on verra si effectivement vous êtes en capacité émotionnelle de pouvoir aborder sereinement cette séparation et de faire le deuil et l'acceptation voilà, de vos sentiments et de votre sentiment de trahison et de colère. Parce que l'enfant n'a pas à être au cœur de ça. Il n'y a rien demandé. Et justement, comment les enfants, de ton expérience, ils expriment ou ils cachent leur douleur ou leur émotion dans ces moments-là? Je ne suis pas l'avocat d'enfants, je suis vraiment l'avocate des parents. Donc les enfants, dans le cadre d'une séparation, pour savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils expriment, c'est compliqué pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas l'avocat d'enfants, je suis vraiment l'avocat de l'épouse ou de l'époux, ou de la mère ou du père. Et c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à répondre à une question comme ça. Je ne peux juste que faire l'effet miroir et de me souvenir de comment moi, je me sentais quand j'étais petite. Et il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Et parfois, il y a des enfants, je pense, je l'ai vu à travers les séparations de mes copines, parce que quand j'étais petite, j'avais des copines qui se séparaient aussi. Il y a des enfants qui sont clairement mis dans le conflit, en conflit de loyauté. Ils parlent, ils s'expriment avec les mots de l'un ou l'autre des parents, contre l'un ou l'autre des parents. Ils sont instrumentalisés devant le juge lors de leur audition. Je le vois aussi à travers des dossiers. Et paradoxalement, ça se voit tellement que je dis toujours à mes clients ou à mes clientes de ne surtout pas s'opposer à l'audition de l'enfant, même lorsqu'il est instrumentalisé par l'autre parent. Parce que lors de l'audition, ça se voit, mais c'est flagrant à quel point un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans va utiliser des mots qu'il ne connaît même pas dans le langage courant. Donc ça, c'est flagrant. Et ça permet quand même aussi de se dire, bon, à un moment donné, l'enfant, il est dans une souffrance. Quand il est en conflit de loyauté, cet enfant-là, il souffre énormément. Parce que quand tu t'affiches en choisissant papa ou maman et en disant du mal de papa ou maman et en inventant beaucoup de choses, des mensonges, c'est très fort, c'est très dur. Hein. Et ça, c'est une douleur, je pense, honnêtement, particulièrement violente pour un enfant. Et la justice, elle le voit, ça, ou pas? Quand un enfant est instrumentalisé ou englué dans un conflit de loyauté, je pense que la justice le voit. La justice n'a pas toujours le temps de prendre le temps de voir et d'analyser. La justice le voit, mais la justice travaille vraiment dans un principe de précaution aussi.
Il y a ce principe-là qui est quand même aussi fondamental, surtout avec les violences faites intrafamiliales, aux violences physiques. C'est très compliqué aujourd'hui d'évoluer quand même dans notre société, hein. Il y a des choses qui se passent qui sont particulièrement graves quand même, hein, entre des parents, de la famille en général. C'est la raison pour laquelle les magistrats quand même aujourd'hui sont dans des décisions arbitres, statuts, mais ils ont quand même en eux un principe de précaution. Et même s'ils sentent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, certains magistrats ne vont pas avoir le courage de rendre des décisions en faveur d'un parent qui est accusé de choses dont il a vraiment la conviction qu'il n'a pas commis en réalité. Donc c'est complexe et c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est paradoxe, enfin, qui est compliqué. Et toi, comment tu fais pour rester objectif ? Par rapport à mon vécu d'enfant de parents séparés, c'est pas très compliqué de rester objectif parce que je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père et je ne défends pas les enfants. Je ne suis pas l'avocat d'enfants, je ne fais pas partie d'associations d'enfants. C'est la raison pour laquelle c'est pas du tout compliqué parce que justement, j'essaye d'œuvrer au quotidien avec l'outil qui est le droit, le code civil, le droit, de trouver en fait des solutions concrètes, équilibrées, respectueuses pour les époux dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc je place l'enfant au cœur de tout, même si je ne suis pas son avocat. Je le place au cœur de tout dans l'orientation et dans les conseils que je donne à mes clients.